Hello, écoutez, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de design et de psychologie. C'est deux sujets que j'aime particulièrement. Pour cela, je vais vous parler donc de 5 principes qui pourront vous aider à améliorer vos designs, je l'espère. Et ces 5 principes, je les ai trouvés dans ce bouquin-là, qui est un peu une référence en termes de design web, qui s'appelle Design émotionnel de Aaron Walter. Écoutez, personnellement, j'aime pas trop les intros longues, donc si ça vous va, on va démarrer. Le premier principe, c'est pour faire un bon design, il faut satisfaire les besoins humains. Et pour cela, on va repartir à la base des bases avec Abraham Maslow. Abraham Maslow et sa fameuse pyramide des besoins. Ce psychologue américain, il a mis en lumière quelque chose d'universel. Peu importe ton âge, ton sexe, ta religion, quoi que ce soit, on a tous des besoins fondamentaux qu'il faut satisfaire. Les besoins les plus fondamentaux à satisfaire, c'est les besoins physiologiques. Respirer, manger. De là, on doit se sentir en sécurité. Ensuite, on a un besoin d'appartenance et cela nous aide à atteindre le niveau supérieur qui est l'estime de soi. Au sommet de cette pyramide, on a l'accomplissement personnel. Dans ce premier principe, on va surtout parler des premiers besoins, les besoins fondamentaux que vous devez satisfaire en tant que designer d'interface. Votre design, il doit répondre à 2 choses. Il doit être fiable et il doit être utilisable. Votre interface, elle doit permettre à vos utilisateurs d'accomplir leurs tâches de manière simple. Pour illustrer mon propos, je vais vous montrer ce que c'est qu'un site qui respecte ces 2 choses, mais seulement ces 2 choses. Si on prend l'exemple de Wikipédia, ce site il répond parfaitement à notre besoin d'accès à l'information. Sa structure, elle est simple, mais elle est fonctionnelle et elle permet à chacun de trouver rapidement ce qu'il recherche. Cependant, c'est assez basique. Ça répond vraiment à nos besoins de base. Ici, et avec le bouquin d'Aaron Walter, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça et justement d'aller satisfaire ces autres besoins. Pour cela, on va passer au principe numéro 2. Principe numéro 2, notre cerveau est programmé pour aimer les têtes de bébés. On a tous une réaction un peu innée quand on voit un bébé. On est un petit peu un d'émotions positives. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est inné dans notre cerveau. Les proportions des bébés, donc le petit nez, les grands yeux, le grand front, ça, notre cerveau, c'est inscrit comme étant sympathique et attachant. C'est quelque chose qu'on doit même protéger. Nos cerveaux, ils ont évolué avec notre apparence physique et sélectionnant naturellement des instincts et des comportements bénéfiques pour préserver notre espèce. Ces instincts, on les appelle la nature humaine et elles agissent un peu comme une pierre de Rosette pour comprendre nos comportements. Et ça, c'est bien expliqué par Stephen Jay Gould dans son livre qui s'appelle A Biological Homage to Mickey Mouse, où en fait, il va expliquer que les dessinateurs de cartoons, ils exploitent ce principe depuis des décennies. Ils créent des personnages avec des grandes têtes, des tout petits corps et des yeux surdimensionnés, ce qui nous les rend immédiatement ultra attachants. En termes d'applications web, on peut parler par exemple de Duolingo. Leur mascotte, c'est donc ce hibou avec de grands yeux, une tête surdimensionnée, qui va rendre l'apprentissage des langues plus engageant et un peu moins intimidant. Même si parfois, il fait un peu flipper Duolingo. Si vous avez pas mal utilisé l'application, vous savez que des fois, il peut devenir un peu menaçant, tout en étant encore assez adorable, c'est vrai. Et donc, vous pouvez aussi, vous, utiliser cet effet bébé pour permettre à votre plateforme d'être un peu plus attachante. Passons au principe numéro 3. Les humains cherchent leur reflet dans tout ce qu'ils regardent. Oui, c'est vrai, on se projette dans ce qu'on voit. Que ce soit en regardant des nuages ou les motifs du bois, notre esprit a tendance à chercher des visages ou des formes humaines. Cette quête de familiarité, elle est totalement inconsciente et elle influence notre perception de la beauté. Pour cela, on va parler du nombre d'or. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas, je fais juste un petit disclaimer. C'est un sujet dont parle Aaron Walter, c'est pour ça que j'en parle. Je trouve le sujet un peu intéressant, cela étant dit, il faut le prendre avec des pincettes. Ce nombre-là, c'est aussi un peu mystique. Les Grecs de l'Antiquité, ils ont découvert le nombre d'or. Un ratio mathématique d'environ 1,618, souvent appelé la divine proportion. Ce ratio, il est omniprésent dans la nature, comme dans la spirale des coquillages, la disposition des feuilles, par exemple. On le trouve esthétiquement plaisant, car il va refléter a priori des proportions qui sont présentes dans le corps humain. Par exemple, les segments du bras et de la main respectent ce rapport-là. Et on a aussi des œuvres architecturales comme le Parthénon à Athènes, qui ont été conçues avec le nombre d'or pour créer une impression d'équilibre et de perfection. Vu qu'il existe dans la nature, vu qu'il existe dans notre corps, Aaron Walter il vous dit pourquoi pas l'utiliser aussi dans vos designs. Comme ça, lorsque les utilisateurs regardent vos designs, directement ils se reconnaissent. Ils reconnaissent leur propre corps dans votre design grâce à ce nombre d'or. C'est pas le principe dont je suis le plus sûre. Principe numéro 4, nous sommes faits pour repérer les contrastes. L'esprit humain
c'est une machine à différence qui est faite pour repérer les différences de motifs, les ruptures, dans l'idée de se protéger. C'est une capacité qui est instinctive. Aaron Walter prend comme exemple dans son livre, la première fois que vous sentez du lait qui a tourné, personne ne vous a appris à sentir du lait qui a tourné. Votre cerveau, il sait, là il y a un problème. Je vais pas boire ce truc-là. Cette rupture de motif, donc c'est ce qu'on appelle le contraste. Il peut être visuel, donc ça c'est de la différence de forme, de couleur, de texture. Il peut être cognitif. Et là c'est une différence d'expérience, de souvenir. Le contraste, il est essentiel dans nos prises de décision. Il influence nos choix au quotidien, qu'il s'agisse de choisir une place de parking, un restaurant ou même un partenaire de vie. Et le contraste, c'est un outil essentiel aussi en design. Exemple, on va prendre le site de Minimalissimo. Il utilise un arrière-plan qui est principalement blanc, ce qui va bien mettre en avant les éléments visuels et textuels sans distraction. Cette approche, qui est une approche qui est épurée, elle va créer une clarté instantanée. Elle va permettre aux utilisateurs de se concentrer sur le contenu proposé. On a aussi des images qui vont être de grande qualité, accompagnées d'un texte minimaliste. Ça attire bien l'œil et ça facilite la navigation. On va guider les utilisateurs vers des éléments clés grâce à ce contraste qui améliore l'expérience et qui rend chaque visite agréable. Cependant, ne pas faire trop de contraste. Je ne sais pas si vous êtes tous allés sur le site de Cdiscount depuis quelques mois. C'est un peu contrasté quoi. Donc là, en gros, si chaque élément d'une page est fortement contrasté, cela surcharge le cerveau et ça augmente le temps nécessaire pour comprendre et pour mémoriser les informations. En gros, Aaron Walter il dit que ça revient à être à une fête où tout le monde parle fort. Plus le bruit monte, plus il est difficile de se faire entendre. Et en design, si tout le monde crie pour attirer l'attention, personne n'est attendu. Ce principe, il est décrit par la loi de Hick qui stipule que plus il y a d'alternatives, plus le temps est long pour prendre une décision. Principe numéro 5. On s'attache à une personnalité, pas à une machine. En effet, c'est à travers nos personnalités qu'on va exprimer toute la palette de nos émotions. C'est grâce à la force de la personnalité qu'on va être immédiatement attiré vers des gens ou immédiatement répulsé par certains. Et le design, lorsqu'il est bien pensé, il peut incarner cette même force. Et donc, Aaron Walter, là, il nous dit quelque chose de simple, il nous dit « Arrêtez d'imaginer votre site web, par exemple votre application, comme un site web, imaginez-la comme un être humain. Et donc, créez-lui une personnalité. » Et là, il va nous donner, en gros, un template, un process pour créer une personnalité à notre site web. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc noté tout ce que Aaron Walter nous a donné comme information pour créer cette personnalité et je vous l'ai remis sur un template Notion que vous pouvez dupliquer dans votre espace. Écoutez, on a terminé avec ces principes de design et de psychologie. J'espère qu'ils vont pouvoir vous aider à améliorer vos designs. Si jamais vous avez des principes de design que vous utilisez régulièrement et qui vous aident beaucoup dans la conception de vos outils, de vos produits digitaux, vraiment mettez-les en commentaire parce que personnellement moi ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes. En tout cas, la prochaine fois, je pense parler de design thinking avec la confiance créative des frères Kelly. Voilà, dites-moi déjà si ça vous intéresse en commentaire. Et aussi, si vous voulez, on peut faire la suite des principes de design émotionnel parce qu'en fait là, je vous ai parlé donc de 5 principes, mais il en reste, je crois, 5 autres. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. En vrai, ça m'aide énormément et ça me motive vraiment à faire d'autres vidéos. Donc voilà, sinon, on se voit la prochaine fois.